Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Pour lui rendre un hommage national aux Invalides, Emmanuel Macron a évoqué l'esprit français de résistance. Le gendarme Arnaud Beltrame a été tué par un terroriste à Trèbes. Avec lui, 3 autres victimes ont péri dans ces attentats de l'Aude. Alors, d'où viennent ces terroristes qui frappent sur notre sol? Comment les contrer? Radicalisation? Quelle riposte? C'est la question que nous posons cette semaine. Avec nous, pour y répondre, 3 invités. Jean Terlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Tarn. Avec vous, nous parlerons des mesures gouvernementales, mais aussi de la loi. De la loi aux forces de l'ordre. Avec vous, Didier Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional du syndicat SGP Police. Enfin, comprendre n'est pas excuser, mais c'est notamment chercher des outils de prévention face à cette radicalisation. Racha Najem, c'est en partie votre mission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche sur le projet Practices à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Alors avant de vous donner la parole, mesdames, messieurs, écoutons celle des citoyens d'une ville où des militaires sont déjà tombés sous les balles d'un terroriste. Montauban. Ce qui est arrivé au colonel Beltrame est lamentable. Est-ce que vous y pensez parfois aux actions terroristes, aux actes terroristes? Est-ce que c'est présent dans votre esprit? Non, on est obligé d'y penser parce que j'ai 3 enfants, donc forcément c'est dans un coin d'esprit, mais un tout petit, sinon on ne fait plus rien. Est-ce que vous pensez que la lutte antiterroriste est assez efficace? Je suis persuadée que l'État, et quelle que soit la mouvance politique au pouvoir, ce sont des gens qui font absolument tout ce qu'ils peuvent. Il y a un débat sur les fameux fichiers S. Vous avez entendu parler de ce débat? Oui. Vous en pensez quoi? Je pense que, c'est vrai que ça fait beaucoup de polémiques, mais je pense quand même que les fichiers S devraient quand même quitter le territoire. J'entends des choses un peu de toutes sortes et en fait, tout n'est pas réaliste. On ne va pas mettre 25 000 personnes en prison. Ça frappe n'importe où, à n'importe quel moment, et on peut pas être derrière chaque personne. C'est ça le problème. Alors la mère d'Arnaud Beltrame, le gendarme mort en héros, ne souhaite plus que l'on évoque le nom de son assassin. Mais penchons-nous tout de même sur son profil. Est-ce que c'est finalement un autre Mohamed Merah, Didier Martinez ? C'est un individu qui est passé à l'acte de façon solitaire, on va dire, avec détermination, avec cette motivation qui a fait qu'il s'en est pris d'une part à des forces de l'ordre, la cible privilégiée, ensuite à ses victimes pour dérober la voiture et ensuite cette prise d'otage. Et un périple, on va dire, qui a été orchestré, qui a été similaire à d'autres événements auxquels on a assisté. Donc là, l'enquête démontrera et déterminera effectivement tout ce qu'on... Est-ce que la thèse du loup solitaire, c'est vraiment une thèse qui tient? C'est la thèse du ministre de l'Intérieur? Est-ce que vraiment on peut être seul dans ce genre de configuration? Est-ce qu'on peut seul trouver des armes? Est-ce qu'on peut seul passer à l'acte? Est-ce que c'est vraiment possible qu'il y ait des personnes complètement isolées qui passent à l'acte? On peut toujours, il y a eu des démonstrations par le passé, effectivement. Maintenant, il faut progresser dans le contexte où il a pu, effectivement, s'approvisionner. Les armes étaient somme toute basiques aussi, il faut bien l'avérer. Et dans ce cas, dans cette configuration, je pense qu'avec les auditions de toutes les parties en cause, sa compagne, ses amis et les aides et les soutiens dont il a pu bénéficier, on déterminera un petit peu le cursus et la chronologie d'un personnage qui était tout de même, il faut le dire, fiché S. Sur le profil de ce terroriste, Jean Terlier, on l'a dit, le ministre de l'Intérieur était là très vite. Ça rappelle ce qu'on a déjà vu ou pas forcément ? Oui, ça rappelle malheureusement ce qu'on a déjà vu. Je pense que le ministre a évoqué le phénomène de ce loup solitaire. Je crois qu'on peut, notamment sur le procédé qui est intervenu, où on tire d'abord sur des militaires qui sont en train de faire un jogging. Ensuite, on va récupérer une voiture dans des circonstances qui sont un peu particulières pour en finir évidemment dans les éléments tragiques que nous connaissons dans un supermarché. Donc on voit qu'on n'a pas vraiment quelque chose de réfléchi. Donc il faudra par contre être très prudent sur les conclusions, puisqu'il y a une enquête qui est en cours. Et à ce titre-là, je crois qu'il faut toujours avoir, et il faut raison garder par rapport aux conclusions qu'on peut tirer. Alors cette semaine, on a vu sortir plusieurs études sur le profil des radicalisés. Certaines d'ailleurs se contredisent, preuve qu'il n'y a peut-être pas qu'un seul profil. Alors voici ce que dit notamment le rapport rendu à la ministre de la Justice mercredi.
les jeunes issus de familles stables commettent les actes les plus sérieux. Voici maintenant le profil des 137 hommes et femmes jugés en France pour terrorisme islamique, dressé par l'Institut français des relations internationales. Ce profil, donc, un niveau d'éducation et une intégration plus faible que la moyenne, un degré de pauvreté plus important, un engagement dans la criminalité plus élevé et un rapport plus étroit au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne. Alors, Racha Najem, y a-t-il véritablement un profil ou pas? Il n'y a pas vraiment un profil type. Après, d'après ce que je sais, c'est que cette personne était quelqu'un dans le processus qu'on appelle le processus de la rédemption radicale, un petit délinquant qui trouve dans la radicalisation religieuse une manière, un moyen de se faire pardonner ses péchés ou de se trouver une situation sociale favorable. Bien évidemment, il y a les effets de quartier, mais là aussi, il faut travailler sur la prévention de la radicalisation par divers canaux et divers, j'allais dire, aussi secteurs de notre société. On va en parler. Par rapport au profil, Didier Martinez, c'est des choses que vous ciblez, vous, du côté des forces de l'ordre. C'est très difficile de définir le moment de basculement éventuel. Déterminer surtout à un moment donné le profil, mais surtout les personnes concernées. On sait que c'est des jeunes qui sont toujours vulnérables, qui vont être sensibilisés, pour conditionnés même, pour se radicaliser. On sait que dans nos quartiers, dans les banlieues, déjà l'esprit de haine de tout ce qui représente l'État, l'autorité de l'État, sert de terreau et de base, de socle commun pour des gens qui pourraient se radicaliser et passer à l'acte, si tant est que ce pas soit franchi. Parce que quand on voit leur économie souterraine et le business qui est lancé, aller jusqu'à la démarche de se sacrifier pour passer à l'acte, c'est quand même assez compliqué pour certains. Mais c'est tout de même dans des quartiers, et on l'a vu sur les Isards, s'agissant de Méra, ou du Mirail, s'agissant de viviers et de personnes qui sont repérées, c'est bien dans ces endroits-là où règne une politique locale de terreur qui est mise en œuvre par rapport à la population, par rapport à la police, que là, des esprits peuvent passer à la radicalisation. Une sorte d'alliance objective entre la délinquance de droit commun, éventuellement déradicalisés du genre. La vente de stupéfiants permet d'alimenter les actions touristes, d'acheter des armes, etc. Est-ce qu'on peut avoir des passerelles, des sortes de connexions dans nos quartiers? Elle semble évidente. Il me semble d'ailleurs que les analyses doivent démontrer que tous les radicalisés qui ou sont passés à l'acte ou ont été repérés ont eu à un moment donné justement de l'action dans la délinquance de droit commun, comme on appelle. Alors, on a une montée en puissance après la délinquance, parfois la criminalité, les armes qui circulent et qui sont nécessaires pour les actes de terrorisme, les kalachnikovs, les armes de poing, les armes... Ça se trouve facilement dans nos banlieues. Bon, je sais que c'est en lieu commun, on dit oui. Mais est-ce que c'est vrai, notamment à Toulouse? À Toulouse, on peut acheter facilement une kalachnikov. Très facilement. Il y a beaucoup d'armes qui circulent et on s'aperçoit que très, très régulièrement, des armes sont utilisées. Lors des interventions des services de police, on ne trouve plus effectivement de protagonistes, mais les armes sont bel et bien là, des armes lourdes, des armes de guerre qui circulent et qui parfois sont utilisées et découvertes très régulièrement, je note aussi. Pour en revenir au profil, Racha Najem, vous acquiescez par rapport à ce que disait Didier Martinez? Exactement, mais je veux rajouter que peut-être, il ne faut pas se tromper et penser que la radicalisation n'existe que dans certains quartiers à Toulouse. Oui, on l'a vu d'ailleurs dans les rapports qui sont rendus. Exactement. D'après les recherches, le développement du narcotrafic et la délinquance, elle existe. Il y a un lien étroit et ça a été confirmé dernièrement que oui, bien sûr, et ça existe, ce lien, et il faut travailler sur ça et surtout faire des recherches sur ce secteur-là. Alors, ces attentats de Carcassonne et de Trèbes, revendiqués sans doute encore de manière opportune par Daesh, sont-ils une preuve supplémentaire, finalement, que notre région est un foyer de radicalisation important, Jean Terlier? On a vu notamment le cas de Thomas Barnoin dans votre département du Tarn. Oui, pour reprendre sur le profil type, on voit qu'on a notamment des gens tristement célèbres qui viennent de petites villes rurales comme la Bastide-Auréaux. Donc on voit bien qu'il y a aussi également, j'allais dire, c'est pas exclusivement dans des quartiers sensibles, dans des grandes métropoles, etc. Mais ça peut venir aussi de petites communes rurales dans des départements comme le Tarn. Oui, on a malheureusement, j'allais dire, dans le Tarn, une problématique avec 150 personnes qui sont identifiées comme radicalisées. Donc, justement, on va regarder ces chiffres. On voit le nombre de personnes signalées pour radicalisation au 23 février 2017 dans les 8 départements de l'ex-Midi-Pyrénées.
284 en Haute-Garonne, notamment 152 dans le Tarn ou encore 82 en Aveyron. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, depuis ces chiffres en un an, plus de signalements ou pas forcément, Didier Martinez? Oui, il y en a beaucoup plus. C'est pour ça que la lecture de vos chiffres, ça a été réactualisé. Mais justement, parce que tout a été mis en œuvre pour essayer d'identifier le plus tôt possible ceux qui pourraient justifier d'une fiche ES. Et en ce sens, l'effectif donc de la DGSI, du renseignement territorial, mais aussi au niveau de toutes les forces de police pour tenter d'œuvrer et de anticiper en identifiant ces individus, c'est bien mis en œuvre. Donc la difficulté, c'est de trouver aussi en quel lieu, parce que on parlait des quartiers, on parlait des banlieues, on peut aussi parler des prisons, mais la grande majorité de l'aspect d'approche de radicalisation, ça se fait par les réseaux sociaux, par Internet. Et c'est notamment cet angle d'attaque qui est extrêmement compliqué et sur lequel on s'engage considérablement pour tenter d'anticiper, d'identifier. Et c'est compliqué de fermer un site ou de suivre le site pour repérer ce qu'il fait. Là, c'est un gros engagement du travail de la police. On va en parler justement de ces pistes de lutte ou de riposte face à ces radicalisés. Mais voyons, qu'est-ce que le nouveau gouvernement souhaite mettre en place? Le point avec Christophe Nédart. Après l'émotion, la polémique. 3 jours à peine après l'attentat de Trèbes, une partie de la droite monte au créneau et tire à boulet rouge sur le président Macron. C'est Laurent Wauquiez qui s'en charge. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté et d'avoir enfin le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les Français. Je demande que l'on s'en donne les moyens et que l'état d'urgence soit rétabli. Laurent Wauquiez réclame une nouvelle fois l'internement des fichiers S les plus dangereux et l'expulsion des étrangers dans ce cas. Lors de l'hommage national au gendarme Arnaud Beltrame, le président de la République a répondu aux critiques, appelant à l'unité nationale. Nous l'emporterons grâce au calme et à la résilience des Français. Peuple rompu aux morsures de l'histoire, patient dans le combat, confiant dans le triomphe ultime du droit et de la justice, nous l'emporterons par la cohésion d'une nation rassemblée. Depuis 30 ans, la France empile les lois antiterroristes. La dernière en date a été adoptée par l'Assemblée nationale le 3 octobre 2017. Elle vise à transposer dans le droit commun certaines mesures de l'état d'urgence levées le 1er novembre dernier, comme les perquisitions qui seront renommées visites, l'assignation à résidence et la fermeture des lieux de culte. Un texte critiqué à droite comme à gauche. Jusqu'à maintenant, on avait toujours élevé le degré de protection de nos concitoyens. Là, on va l'affaiblir. Et c'est une erreur et même c'est une faute. C'est pas la peine de faire des cadeaux aux ennemis de la République qui attendent qu'on change notre système. En février dernier, le gouvernement va plus loin. À Lille, bardé de plusieurs ministres, Édouard Philippe annonce un plan national de prévention de la radicalisation. Ce plan balaie à dessein des champs qui sont larges. L'école, l'université, le sport, l'entreprise, les services publics aussi. 60 mesures avec un volet très attendu, celui des prisons, et la création de 1500 places supplémentaires pour les détenus radicalisés. Dans le domaine de l'éducation, des contrôles renforcés pour les établissements hors contrat, ou encore des cours pour apprendre aux élèves à lutter contre les théories complotistes. En revanche, ce plan de prévention ne comporte pas de volet social ou économique en faveur des cités défavorisées, des zones pourtant considérées comme des terrains fertiles à la radicalisation. Alors une mission flash est actuellement menée par des députés sur la prévention de la radicalisation en milieu scolaire et universitaire. Est-ce que c'est là aussi que tout peut se jouer finalement ? Exactement. Alors, nous pouvons bien sûr agir le plus tôt possible pour que ces jeunes ne basculent pas dans la radicalisation violente. Par exemple, la période du collège est une période très sensible. Donc, il faut commencer, je dirais même plus tôt. Pourquoi c'est sensible cette période du collège ? Parce que c'est là où on est dans cette étape d'adolescence, du questionnement. On a beaucoup de questions sur l'identité, sur qui nous sommes, pourquoi on est là, et puis il y a cette aussi multiculturalité dans le sens où si j'ai un ami juif ou musulman, pourquoi il pratique, je pratique pas, il y a des questions pareilles. Et malheureusement,
Parler religieux dans les écoles, ça reste très délicat. Ce n'est pas abordé. Ce n'est pas abordé. C'est limite tabou. Nous, à travers nos actions, on travaille avec, par exemple, l'école Georges Sand sur la théorie du complot. Vous savez que le complot, la théorie du complot, est l'un des déclencheurs de la radicalisation chez les jeunes. Donc, on a impliqué ces jeunes. Eux-mêmes, ils ont créé un complot. Ils sont en train de réaliser une vidéo. Et pendant tout ce processus, ils apprennent. Et oui, vous démontez le mécanisme. On déconstruit, en fait. Oui, pardon pour la question naïve, mais ça marche. Il y a des effets positifs. Ça marche parce que les focus group qu'on a fait avant et après cette action, au début, c'était oui, le Bataclan, c'est un complot. Le Nice, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de cohérence. Le 11 septembre, bon, ça, il y a tout. Oui. Mais après, il y a oui, finalement, c'est nous, en tant que jeunes, on a pu créer ça. Donc tout le monde peut le faire. C'est la démonstration par les faits et par le mouvement. On a parlé, Didier Martinez évoquait tout à l'heure, Jean Terlier, le web, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être plus répressif à ce niveau-là ou pas ? Je pense qu'il faut l'être. Je pense qu'il faut l'être. Ça participe aussi de l'éducation qu'il faut donner à nos jeunes qui ont accès de plus en plus tôt donc à ces réseaux sociaux et à Internet. Mais il faut aussi également en direction de ceux qui hébergent un certain nombre de sites avoir, j'allais dire, une action qui soit ferme à l'endroit de ces personnes qui laissent passer un certain nombre de filtres pour nos enfants. Et ça ne revient pas à vider l'océan avec une petite cuillère. Ça peut être concret, efficace, cette surveillance des Je pense que ça sociaux. peut être efficace. C'est pas évidemment le seul point sur lequel il faut travailler. Il faut apprendre à nos jeunes aussi, qui arriveront toujours forcément à contourner, parce qu'on ne peut pas tout surveiller. Évidemment, ce n'est pas possible. Mais il faut apprendre effectivement à nos jeunes de savoir, de tirer quelle est la vraie information, de la fausse information, savoir effectivement, comme ça a été dit, ce qui retient du complot ou pas du complot. J'étais visiter une prison à Paris dans laquelle il y avait ce type d'atelier qui était fait avec des moins jeunes. C'était une vingtaine de détenus qui étaient là et qui, j'allais dire, avec un professeur, vérifiaient quels étaient les sites qui pouvaient présenter, j'allais dire, des éléments, des fausses informations à destination donc de l'éducation, pour se faire sa propre éducation par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on sait que nos enfants sont des éponges, qu'ils absorbent tout, et il faut leur apprendre à trier. Alors on sait pertinemment, on ne cesse de le répéter depuis des années, que les renseignements manquent de moyens. Alors est-ce qu'on peut avoir les moyens de cette surveillance, de cette vigilance, Didier Martinez ? C'est en cours, ça ne va jamais assez vite, mais on s'aperçoit que du progrès a été réalisé en la matière, notamment s'agissant d'identifier, de suivre et de surveiller. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver à ce que tout le potentiel radicalisé soit bien fiché S et surveillé et pris en charge. Ça demande énormément d'effectifs et de surveillance, mais ce qui a surtout été compris, et c'était évident, c'est qu'il faut avoir du renseignement, recueillir à la source le renseignement. Alors, est-ce que justement, vous êtes policier, par rapport à ce qu'on appelle les signaux de basse intensité, lorsque vous voyez, vous, en tant que policier, sur votre circonscription, qu'il y a quelqu'un qui pose problème, qui change dans ses habitudes vestimentaires, son rapport aux femmes, est-ce que vous, en tant que policier de la sécurité départementale de Haute-Garonne, vous arrivez à faire remonter l'information à la centrale, à la DGSI, à le voir opérer ? Est-ce qu'il y a une ligne directe ? Est-ce qu'il n'y a pas de filtre ? C'est possible, ça ? Non, il n'y a pas de ligne directe, mais si vous voulez, les rapports et les vocations de tout ce qui peut être observé, ça suit justement la chaîne. Il y a le renseignement territorial, il y a la DGSI, et il y a désormais au sein des quartiers, on voit le nouveau concept de police de sécurité du quotidien, par exemple, sur lequel on a orienté les missions au recueil du renseignement. Alors, on ne va jamais se satisfaire du peu de volume qu'il y a, parce que 30 policiers est ciblé sur le Mirail. Hélas, pourquoi que le Mirail, quand on voit que Mera venait des Isards et qu'il y a tant d'autres secteurs et de quartiers ? Néanmoins, ces policiers auront pour charge de revenir à ce qui se faisait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était pour la délinquance et pour la criminalité. Aujourd'hui, c'est pour le terrorisme. Il va falloir renouer avec la confiance des gardiens d'immeubles, des commerçants, des enseignants, des acteurs de quartier, pour avoir de l'information et du précieux renseignement. Ça, c'est possible concrètement. Un policier en tenue ou en civil peut éventuellement aller au contact de la population de Bagatelle ou du Mirail. S'il a le temps, s'il y a suffisamment d'effectifs pour se livrer, pour mener cette mission, bien entendu. Mais encore faudra-t-il que les prérogatives aujourd'hui déterminées suivent bien leur cours et que ce dispositif soit mis en œuvre jusqu'au bout. On a besoin de résultats, on a besoin d'efficacité. C'est un des aspects, c'est un des angles d'attaque qui peut s'avérer positif et efficace.
Jean Terrier. Oui, peut-être parmi les mesures qui vont être prises. Il y a eu des annonces qui ont été faites. C'est 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires qui vont être des postes qui vont être créés et dont 1 900 qui vont être dédiés au renseignement. Je crois qu'il faut féliciter la qualité du travail de nos enquêteurs à ce titre-là et de nos services de renseignement, parce que ce qu'on ne rappelle pas assez, c'est que depuis 2015, c'est 51 attentats qui ont été déjoués. 51 attentats. Aujourd'hui, fichier S ou fichier SPRT, c'est 12 000 personnes qui font partie de ces fichiers. Et donc, il y a un travail considérable qui est fait. Il faut renforcer les moyens d'action. Je crois que il y a eu des ratés au moment de l'affaire Charlie Hebdo, les frères Kouachi. Il y a un des frères Kouachi qui a échappé aux écrans radars, qui a disparu. Est-ce que ça, c'est encore possible de nos jours ? Ce genre de raté, de défaillance des services de renseignement? Je pense que le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro, le politique qui viendrait à vous dire qu'on prendrait des mesures, quelles qu'elles soient, notamment vous avez entendu celle de M. Wauquiez, qui consiste à dire que pour ces 12 000 personnes qui sont fichées S, on va soit les renvoyer chez eux, soit les enfermer. Je veux dire, il faut être à un moment donné crédible et sérieux quand on fait ce type d'annonce-là. C'est contraire à l'état du droit, et c'est contraire à tout ce qu'on peut, j'allais dire, imaginer par rapport à notre état du droit, et aussi également à l'optimisation de ce que sont ces fichiers S. Ces fichiers S, c'est des renseignements qui servent à nos services de renseignement justement pour jouer ces attentats, et pour 51 cas, ça a été effectif depuis 2015. Donc il faut s'en satisfaire. Il y a toujours... Le risque zéro n'existe pas, mais en réalité, celui qui viendra vous dire que s'il est possible que demain ou après-demain, il n'y ait plus d'attentats, quelques mesures qu'on prenne, serait à mon avis, prendrait une grande responsabilité. On parlait tout à l'heure, Rachid Nagem, des signaux d'alerte des personnes qu'on pourrait surveiller ou détecter. Vous dites, une personne qui a commencé à basculer mais qui n'est pas passée à l'acte peut, entre guillemets, encore être réparée. Réparer, ou rattraper. Rattraper, oui, s'il y a la prévention, s'il y a des actions à prendre, là, on peut rattraper cette personne parce que c'est tout un processus. Ce qu'on appelle la radicalisation menant à la violence. Donc, on a tout ce processus. Et à un certain point, oui. Alors, si on renforce les actions éducatives et sociales dans les quartiers, si on essaye, à partir des outils de recherche, d'outiller, par exemple, les professionnels pour mieux comprendre et analyser les informations, si on essaye aussi en tant que service d'État et d'autorités locales ou autres, de former des professionnels et des cadres tels que les policiers ou les éducateurs pour comprendre ce processus, là oui, on peut rattraper. C'est vrai que dans certaines régions, par exemple, Albi, nous y intervenons avec la protection judiciaire de la jeunesse et nous formons des cadres. Nous savons aussi que dans cette région, il y a une population tchétchène et kosovare qui est importante, qui doit être prise en compte. Donc là, oui, avec toutes ces actions, on peut arriver. On a vu que finalement, le seul centre dit de déradicalisation qui est ouvert en France n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on peut réfléchir en termes de centre, entre guillemets, ou pas? Là, chez Practicis, on est dans ce qu'on appelle un partenariat au niveau européen. Donc, contre la radicalisation des jeunes dans les villes. Bien sûr, en France, on travaille plutôt sur la radicalisation violente. Par exemple, en Autriche, on travaille plus sur l'extrémisme violent. Donc là, on est sur... Mais je pense qu'il faut vraiment une sorte de collaboration entre les services, entre la recherche et l'État pour créer un centre peut-être, mais pour créer des formations, des actions. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça quand on dit ou quand on se demande si la prison, finalement, ne fabrique pas, ne génère pas plus de radicalisés qu'elle n'en sort, quoi. Voilà. C'est une vraie bonne question, parce que je pense qu'on avait eu l'occasion de l'évoquer lors de la dernière émission. Il y a la prise en compte de ce phénomène de radicalisation d'un certain nombre de détenus qui pose un véritable problème, parce qu'évidemment, on va faire du prosélytisme, et évidemment, on va entraîner des jeunes, les plus faibles d'entre eux, qui vont, j'allais dire, pouvoir, une fois sortis, passer à l'acte, parce qu'ils auront été au contact de ces détenus. Donc, c'est le sens des mesures qui ont été prises,
avec ces quartiers de lutte contre la radicalisation à l'intérieur, où on va isoler complètement ces détenus. Et à ce titre-là, je pense que c'est des mesures intéressantes qui sont prises par le gouvernement. Oui. Le regard du policier, justement, sur une fois, entre guillemets, que la personne dite radicalisée a été interceptée, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut, à l'évidence, soustraire des gens du contact à la société. Donc, de toute manière, il faudra en passer par ou l'isolement ou la case prison, où il faut réfléchir à toutes les mesures à prendre pour ne pas, justement, contaminer par cet esprit de radicalisation d'autres personnes incarcérées. Néanmoins, quand on parle du fichier S tout à l'heure, je rappelle que le fichier S est un outil. Ce n'est pas une notification à quelqu'un. La personne qui est fichier S ne le sait pas. Donc, à partir de là, parfois... Oui, c'est tout à fait l'intérêt, bien entendu. Donc, la polémique sur passer au travers ou pas, un fichier S qui serait surveillé absolument par les effectifs de police, c'est plusieurs policiers, 5, 10, 15 parfois, pour contacter tous les renseignements téléphoniques, les liens, les contacts, vérifier. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà pourquoi cette mission des policiers par rapport à cet outil qu'est le fichier S est extrêmement difficile, délicate. On cible au mieux le potentiel le plus dangereux, mais ça reste encore une mission très délicate, compliquée, qu'il faut mener au mieux et le plus vite possible avec davantage d'effectifs et des outils les plus performants possibles. La priorité aujourd'hui, selon vous, pour accélérer, j'allais dire, cette vigilance, ce serait quoi, Rachel Najem ? Je dirais, il y a 2 éléments. Alors, en premier, c'est renforcer les actions éducatives et sociales pour que des jeunes ne basculent pas dans la radicalisation. Et en tant que chercheuse, je dirais aussi, c'est valoriser des recherches locales situées dans les territoires précis. Voilà, pas du cas particulier, mais presque, voire un peu plus en fonction des territoires. Merci à vous 3, en tout cas, d'avoir accepté de débattre. Un débat qui se poursuit, vous le savez, sur notre blog, le blog politique. Attention, pas d'émission la semaine prochaine pour cause de Marathon de Paris. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, passez une bonne fin de week-end sur France 3, Midi Pyrénées.